Bien, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour notre 4e cours sur les technologies quantiques émergentes. Et vous voyez que mon premier slide que j'ai laissé sur l'écran pendant le temps d'installation de tout le monde n'est pas le slide habituel. La raison est que ce matin, j'ai entendu à 7h30 sur France Inter l'annonce de la décision de porter le nom de 72 femmes scientifiques dans la frise des savants sur la Tour Eiffel. Cette décision est à l'initiative d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences, de l'entreprise qui gère la Tour Eiffel et de la ville de Paris. Et donc j'étais très heureuse d'entendre cette décision qui fait qu'il va y avoir maintenant 72 noms de femmes scientifiques de très haut niveau qui vont rejoindre cette frise des savants qui n'étaient constitués que des noms d'hommes scientifiques. Et je vous ai mis ici en fait le lien d'un petit livret qui a été publié avec la biographie de toutes ces dames, de très grandes dames, et j'ai choisi d'en mettre deux en lumière ici, liées aux thématiques que nous étudions dans cette chaire de technologie, entre l'informatique et la physique, et notamment Claudine Hermann, qui a été une de mes professeurs à l'école polytechnique et la première professeure tout court de l'histoire de l'école polytechnique. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc 4e séance, nous allons maintenant discuter de la génération de qubits particuliers qui sont les qubits photoniques, les photons. Donc cette séance est dédiée à la génération de photons, des photons émis un par un, des photons uniques. J'aborderai un petit peu aussi les photons intriqués, très brièvement, c'est essentiellement des photons uniques. Ces photons, nous en avons déjà parlé à la leçon numéro 2, sont au cœur d'un grand nombre de technologies quantiques émergentes. En fait, d'une certaine façon, si vous regardez les technologies quantiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, dans les technologies de l'information, nous avons à la fois la microélectronique qui joue un rôle absolument majeur et la lumière, le laser, qui joue absolument un rôle majeur également, que ce soit pour la communication à grande vitesse dans les fibres optiques, ou que ce soit pour des interconnexions rapides, etc. Et bien, dans les technologies quantiques, on imagine que la lumière pourrait également jouer un rôle très important. Donc, je vous ai mis ici un exemple dont on parlera la semaine prochaine, qui est le développement d'ordinateurs quantiques. Les réseaux de communication quantique, on va venir intriquer plusieurs systèmes quantiques pour, par exemple, augmenter la puissance d'un calcul ou réaliser des communications sécurisées entre différentes villes, par exemple. Ça, nous verrons ça à la dernière séance. Et nous en avons déjà parlé, par exemple, la possibilité d'utiliser la lumière quantique pour avoir des capteurs, par exemple, plus efficaces ou des mesures, par exemple, d'imagerie quantique plus efficaces. Alors, un petit peu de rappel de ce que nous avons vu jusque-là. Au cours numéro 2, j'avais introduit le formalisme que nous utilisons pour décrire la lumière en mécanique quantique dans le cadre de la seconde quantification. Nous avions rappelé qu'en fait, il est aisé de décrire cette lumière sous la forme d'un hamiltonien que nous connaissons bien, qui est la somme d'hamiltoniens d'oscillateurs harmoniques de fréquence oméga L, sommés sur tous les états possibles qu'on peut imaginer, des zones plates par exemple de la lumière. Et cet oscillateur harmonique, les opérateurs annihilation et création d'un quantum d'énergie sont en fait des combinaisons linéaires, des champs, le champ électrique et le potentiel vecteur A. Ainsi, en montrant cette analogie, il était aussi aisé de déduire que les états propres de cet hamiltonien sont en fait des états propres constitués ainsi, qui sont N1 photons à la pulsation oméga 1, N2 photons à la pulsation oméga 2, qui sont en fait l'application successive de création de photons un nombre de fois donné, N une fois sur le vide, en appliquant A croix à chaque fois on monte dans l'échelle des quantums d'énergie. Et un état quantique quelconque de la lumière peut donc s'écrire comme somme de ces états propres, combinaison linéaire de ces états propres, avec des coefficients ici Cn de norme totale 1. Bien sûr, on a un nombre de paramètres ici qui est gigantesque. On peut imaginer tous les états possibles avec tous les nombres possibles de photons sur chaque fréquence. Donc c'est vraiment des états complexes qui sont lourds à écrire, et assez rapidement dans les slides que j'avais présentés, dans les cours que j'avais présentés il y a 2 semaines, je faisais des approximations monomode, une seule fréquence. Nous avions également regardé quelques états de la lumière, et en particulier un état très important qui est celui qui est généré par un laser, qui est en fait un état qu'on appelle quasi-classique, qui est un état propre de l'opérateur d'annihilation A, et qui s'écrit comme ceci, nous l'avions rappelé, comme une combinaison linéaire d'états à n photons avec des poids, ici, qui sont alpha puissance n, racine de factoriel n, et puis un terme de normalisation devant, ce qui représente, quand on regarde la probabilité d'avoir un photon,
une statistique poissonienne. Et donc je vous avais montré également, si je prends un nombre moyen de photons, qui est en fait le module de alpha carré dans cet état-là, si je prends un nombre moyen de photons qui varie par exemple de 0,1, 1 à 5 à 10 photons, et que je trace la probabilité d'avoir n photons dans cet état, eh bien on voit qu'à 0,1 photon, on a essentiellement du vide et un petit peu un photon. À un état moyen à 1 photon, on a essentiellement du vide, un photon et un petit peu 2 photons, 3 photons, etc. Et donc on ne crée pas du tout des états au sens génération d'un photon unique dans une impulsion. L'état qui nous intéresse, l'état à 1 photon, c'est cet état très simple qui est un état propre de l'opérateur nombre qui est A croix A, qui est égal à 1. Donc je crée un quantum d'énergie, par exemple, dans un de ces modes de fréquence oméga L. Malheureusement, quand je fais cette description-là, je considère en fait une seule fréquence, définie de manière très précise, donc un Dirac, je dirais, de fréquence, ce qui fait que quand je réfléchis à ce que ça signifie dans le temps, et je regarde la transformée de Fourier d'un système qui est très étroit en fréquence, eh bien j'ai quelque chose qui est constant dans le temps. Donc cet état-là, que je décris simplement là, eh bien en fait décrit un photon dans un temps infini, qui est quand même quelque chose d'assez difficile à manipuler conceptuellement quand on s'intéresse à développer des technologies quantiques à partir de ces états-là. Et donc j'avais indiqué déjà que ce qui nous intéresserait, ce ne serait pas simplement des états de Fock 1 sur une fréquence bien précise, mais plutôt une impulsion qui comprendra en tout un seul photon. Comme c'est une impulsion, ça veut dire qu'il va y avoir une certaine durée finie dans le temps, et par transformée de Fourier, une certaine répartition en fréquences. C'est ce que je dessine ici. Une impulsion temporelle va correspondre à une certaine spectre de fréquence. Et du coup, pour décrire l'état à un photon dans une impulsion, je vais devoir considérer plusieurs fréquences, faire que mon état soit en fait la somme de plusieurs états à des fréquences différentes, dont la population totale est égale à un seul photon. Alors si on rentre plus concrètement maintenant dans le domaine des technologies, des objets que nous voulons fabriquer pour générer des photons un par un, eh bien la source idéale, c'est celle que j'ai dessinée sur cet écran. C'est une source, quand j'appuie sur un bouton, elle me donne une impulsion lumineuse, et dans cette impulsion lumineuse, j'ai un photon, systématiquement. Donc c'est une source impulsionnelle qui contient exactement un photon par impulsion, pas plus, pas moins. Et de manière tout à fait concrète, pour pouvoir utiliser ces photons de manière optimale, j'aimerais qu'elle fasse ça rapidement. C'est-à-dire que si elle m'envoie un photon par seconde, ça va être compliqué de faire des choses avec. Par contre, si elle m'envoie un photon toutes les nanosecondes ou picosecondes, etc., j'aurai beaucoup de photons par unité de temps, mais toujours dans une impulsion bien définie. Donc ça, c'est la source idéale, qui malheureusement n'existera jamais. Bien sûr, ça c'est une pensée, c'est juste un objet de pensée. Dans la vraie vie, on va avoir une difficulté qui est que quand vous prenez une impulsion à un photon et qu'elle rencontre n'importe quelle lame de verre, cette lame de verre va typiquement absorber ou réfléchir 1% par exemple de la lumière. Et donc quand vous perdez un photon, vous vous retrouvez avec rien. Donc vous avez simplement perdu le support de votre information. Et donc en fait, on va avoir une métrique qui va décrire à quel point on se rapproche de la situation idéale où à chaque impulsion, j'ai exactement un photon. Et cette métrique, nous l'appelons dans notre communauté la brillance, parce que c'est ce qui va définir à quel point la source est brillante. En fait, elle émet un photon à chaque fois. La seule chose qui va varier dans sa capacité à émettre des photons par seconde, c'est la probabilité d'avoir réellement un photon. Et donc on va appeler la probabilité d'avoir un photon par impulsion la brillance de notre source. Et toutes les fois où on n'a pas un photon, eh bien, on a perdu d'une certaine façon le support de notre information si on veut utiliser ce support pour porter l'information. Et puis la deuxième métrique qui va être très importante, c'est la probabilité de ne jamais avoir plus qu'un photon. On appelle ça la pureté à un photon. En fait, c'est la probabilité d'avoir au maximum un photon dans notre impulsion. Et c'est lié à cette fonction d'autocorrélation d'ordre 2 qu'on avait introduit il y a 2 semaines pour caractériser les états quantiques de la lumière. Je vous rappelle, pour savoir quelles étaient les statistiques d'émission des photons, on avait décrit un dispositif expérimental où on envoyait une source lumineuse sur une lame semi-transparente qui sépare le flux de lumière entre 2 chemins où nous avons maintenant placé 2 détecteurs. Quand on envoie un champ lumineux sur ces 2 chemins, en fait, il va se séparer en 2 et un photon unique va avoir une probabilité, va être dans un état superposé d'aller vers le détecteur du haut ou le détecteur de droite. Mais si on le mesure, eh bien, on va le mesurer ici ou là, mais pas des 2 côtés à la fois. Et donc, en enregistrant en fait les
clic, si vous voulez, des détecteurs, et en regardant à quel moment les deux détecteurs se déclenchent, les deux moments auxquels les détecteurs se déclenchent, eh bien, on peut remonter à l'information sur les populations, la probabilité d'avoir n photons. Et on avait montré en particulier, donc je ne reprends pas tout, hein, on avait montré en particulier que ce que nous mesurons quand nous faisons ce genre d'expérience et que nous traçons ici les doubles clics en fonction de l'écart de temps entre le premier clic et le deuxième clic, eh bien, nous avions montré que l'intensité du pic a délai nul ici, qui disparaît quand nous avons un état à 1 photon, parce qu'un état à 1 photon ne peut pas donner lieu à un clic à droite et à gauche en même temps, eh bien, l'aire de ce pic, normalisé à l'aire des autres pics, nous donne l'accès à cette information que j'ai écrite ici, qui est la somme sur n supérieur ou égal à 2, donc n étant le nombre de photons, la probabilité d'avoir n photons fois n-1 n, sur la somme sur n Pn au carré, qui est en fait simplement le nombre moyen de photons dans mon impulsion. Et donc juste pour se rappeler la chose importante dans le régime où on a essentiellement très peu de photons, si on a essentiellement P1, on a essentiellement du P1, du P2, qui est très très petit devant 1, et tous les termes supérieurs à 3, on va considérer qu'ils sont nuls, et bien en fait cette mesure de corrélation de photons, nous avons vu qu'elle est égale à 2P2, la probabilité d'avoir 2 photons fois 2, sur la probabilité d'avoir 1 photon au carré. Et donc, dans cette mesure ici, l'intensité de ce pic, nous avions montré que nous récupérons directement l'information sur le fait qu'il y ait plus d'un photon dans la pulsion. Donc c'est cette métrique-là que nous allons regarder pour caractériser nos états à 1 photon. Alors, historiquement, il y a 2 types de sources qui ont été développées au fil des années pour générer des photons uniques. 2 grandes catégories qui fonctionnent très différemment, qui sont d'un côté les sources basées sur un émetteur quantique. On va prendre un système à 2 niveaux, on lui donne de l'énergie, il va la restituer sous forme de photons uniques. De l'autre côté, utiliser les outils de l'optique non linéaire, qui fait que quand on envoie un laser sur un cristal, on va générer par exemple des paires de photons à une autre énergie. Et en jouant sur ces objets-là, en utilisant des astuces, en détectant un photon, on va pouvoir obtenir effectivement une source de photons qu'on appelle annoncée. Et donc le plan de notre séance aujourd'hui, je vais d'abord commencer par les sources de photons annoncées. Donc je vais expliquer comment elles fonctionnent et quels sont leurs avantages et leurs limitations intrinsèques. Ensuite, je présenterai les sources de photons à la demande, qui consistent à avoir un système à 2 niveaux, un atome, couplé à une cavité optique pour contrôler la façon dont l'atome émet son photon. Et donc je vais introduire ici quelque chose qui est très important, qui est le contrôle de l'émission spontanée, qui sert finalement de modèle à beaucoup de systèmes physiques qu'on utilise dans les technologies quantiques. Donc je vais prendre le temps d'expliquer ça de manière assez détaillée pour vous montrer comment on peut faire en sorte qu'on ait un atome et un photon qui soient extrêmement bien couplés. Et puis, je passerai ensuite dans un exemple de démonstration de sources de photons uniques très efficaces, qui sont en fait celles qui sont les plus performantes actuellement, qui sont les sources de photons à base de matériaux semi-conducteurs, qui permettent d'émettre des photons à la fois uniques et intriqués. Et je prendrai le temps, un petit peu à la fin, puisque ce sont des composants et des systèmes qui sont sortis du laboratoire il y a presque 10 ans maintenant, d'expliquer comment on est passé de l'objet de laboratoire à quelque chose qui ressemble vraiment à un produit que les ingénieurs peuvent maintenant utiliser pour développer les technologies quantiques à base de lumière. Tout le formalisme que je vais introduire aujourd'hui, qui fait une interface entre un qubit stationnaire et un qubit volant, eh bien, sera d'une certaine façon illustré dans un autre contexte, à partir des matériaux, des qubits supraconducteurs et d'autres ondes qui ne sont pas des photons mais des ondes acoustiques, lors du séminaire d'Audrey Biafet que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les sources de photons annoncées. Historiquement, elles ont émergé à partir de ce papier en 1986 où des chercheurs avaient envoyé un laser sur un cristal non linéaire ici. Et nous en avions parlé au cours numéro 2, en fait, convertit un photon d'une puissance, d'une énergie donnée en 2 photons d'énergie moitié. Et ils ont ensuite regardé, ils avaient placé des détecteurs des 2 côtés, et ils ont trouvé une technique, je vais vous expliquer ensuite, mais je vous montre le résultat, une astuce pour finalement, à la fin, obtenir sur un des chemins, le chemin signal ici, un état avec essentiellement un photon. Alors, quelques mots sur l'optique non linéaire.
Quand on envoie la lumière, qu'on écrit les équations de Maxwell dans le vide, on n'a pas vraiment de problème, on a des ondes qui se propagent très simplement. Si on commence à faire interagir les ondes avec un matériau, eh bien on va avoir une réponse du matériau, qui est constitué d'atomes et d'électrons, au champ électromagnétique. Et notamment, le champ électrique va faire osciller par exemple les électrons qui sont autour des atomes et vont donner lieu à une certaine réponse du milieu. Cette réponse du milieu, qu'on appelle la polarisabilité, elle peut être linéaire par rapport au champ appliqué. Et cette partie linéaire, en fait, c'est ce que nous retrouvons en général dans la description d'un indice qui décrit la réponse du matériau à la lumière. Et puis il y a une partie non linéaire qui reste, une polarisabilité non linéaire, qui peut être d'ordre 2, d'ordre 3, etc., qui décrit en fait une réponse du matériau de manière décalée dans le temps par rapport à l'excitation de l'onde incidente, et qui va donner lieu à des effets non linéaires. Donc vous voyez ici que ça donne lieu dans les équations de Maxwell à un terme de source non linéaire qui apparaît ici à droite des équations, qui fait que finalement le champ électrique va créer du champ électrique par la polarisation non linéaire. Et si je prends un exemple très simple, par exemple, imaginons que j'envoie deux fréquences oméga, alors oméga 1 ou oméga 2 dans mes équations ici, sur un cristal, et que je regarde ce que ça va donner dans ces équations non linéaires, et bien en fait ici sur le terme de droite, dans ma polarisabilité, comme je vais avoir un terme en module de E au carré, je vais voir apparaître des termes de fréquence 2 oméga 1, 2 oméga 2, oméga 1 plus oméga 2 ou oméga 1 moins oméga 2. Et donc on voit qu'ainsi, on va générer des nouveaux champs à des fréquences différentes des deux champs incidents. On était parti de oméga 1 oméga 2, et à la sortie du cristal, on aura de la génération d'un champ à 2 oméga 1, 2 oméga 2, somme de fréquences aux différences de fréquences. Ça, c'est la vision classique de l'histoire. Maintenant, imaginons la situation inverse, où j'envoie sur mon cristal un faisceau de pompe à une fréquence donnée. Est-ce que je peux avoir le processus inverse, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir que mon faisceau de pompe avec une fréquence oméga p donne lieu à deux photons de fréquences différentes? Eh bien oui, par le fait que nous avons vu qu'en mécanique quantique, même s'il n'y a pas de photons présents, si on n'a pas allumé un laser, il y a toujours le vide du champ électromagnétique qui est là, et les fluctuations du vide peuvent générer ce qu'on appelle une conversion spontanée de fréquences. Et donc on peut ainsi, en mécanique quantique, décrire les phénomènes physiques que nous observons, qui est que si on envoie un laser sur un cristal non linéaire comme celui que j'ai indiqué avant, eh bien, il y a une probabilité que ce photon se scinde en deux photons d'énergie inférieure. On a toujours, je ne l'ai pas encore commenté, une conservation de l'énergie, bien sûr. La somme des énergies des deux photons créés donne la fréquence de l'énergie, donne l'énergie du photon incident. Et puis on a aussi une conservation des vecteurs d'onde sur laquelle je reviendrai après. Et donc on a ce processus qu'on appelle la conversion spontanée de fréquence, qui fait que j'envoie sur le système un photon d'une fréquence donnée et je récupère deux autres photons de fréquences différentes. D'un point de vue quantique, ce terme non linéaire se décrit ici comme un terme qui est proportionnel à AP, c'est-à-dire je détruis un photon de fréquence oméga p et je crée un photon de fréquence oméga i et un photon de fréquence oméga s. Alors en partant de là, nous allons reconnaître des choses que nous avions décrites il y a 2 semaines pour parler des photons intriqués et pour parler aussi de l'émission de photons par paire que j'avais utilisée pour illustrer des applications d'imagerie quantique. Qu'est-ce que nous avions écrit? Nous avions écrit que quand nous faisons cette expérience où on envoie un laser sur un cristal non linéaire, si on se place juste à une puissance, donc c'est des processus non linéaires, donc il faut augmenter la puissance, au début la réponse est seulement linéaire, et puis au bout d'un moment, la partie non linéaire va commencer à prendre de l'ampleur, et au seuil de ce que nous appelons la conversion de fréquence, on va pouvoir décrire que l'état qui est généré à la sortie du cristal va être composé de vide, donc aucun photon côté signal et aucun photon côté... Alors, en anglais, on dit Heidler, en français, on peut dire jumeau. Ensuite, une probabilité état carré d'avoir un photon de chaque côté et une probabilité état 4, donc une amplitude état et une amplitude état 2, d'avoir deux photons de chaque côté. Donc, en faisant l'hypothèse que état est très très petit devant 1, je peux dire qu'en gros, c'est le vide plus une probabilité faible d'avoir une paire et une probabilité encore plus faible au carré d'avoir deux paires. Maintenant, l'astuce, à partir de cet état quantique qui a été proposé dans cet article de 1986, c'est de dire, bien, je génère des photons par paire, très, très rarement, c'est-à-dire que quand j'envoie, j'ai une très faible probabilité que ça marche, mais quand ça marche, j'envoie des photons, je récupère des photons par paire. Ce n'est pas un état à un photon que j'ai là, pas du tout, parce que j'ai une probabilité d'avoir deux paires ici, etc. Mais si je mets un détecteur là,
eh bien ce détecteur-là, quand il détecte un des photons, le photon jumeau, ou le photon Idler en anglais, il me signale la présence d'un autre photon de l'autre côté, puisque les photons sont émis par paire. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que sur cet état ici, là, vous voyez cet état où on a 0 photon, plus état 1 photon, plus état 2 photons, finalement quand j'ai un clic de ce côté-là, j'ai fait une mesure sur mon système qui me dit que j'avais au moins un photon qui est passé par la droite. Si mon détecteur n'est pas capable de faire la différence entre 1 ou 2 photons, je sais juste que j'avais au moins un photon. Et donc ça veut dire que finalement j'ai fait une mesure avec comme information récupérée le fait que je n'étais pas dans le cas où il y avait 0 photon. Et donc en fait ça veut dire que finalement, en mesurant le photon sur le chemin jumeau, eh bien, je me suis assuré que je ne suis pas dans ce cas-là. Et donc ça veut dire que l'état qu'il me reste de l'autre côté, eh bien, c'est l'état où il y avait au moins un photon de l'autre côté, donc état 1s plus état carré 2s. Et après la projection qui constitue la mesure, je vais normaliser ça et je me retrouve effectivement avec un état à un photon, essentiellement, plus une petite patte qui malheureusement reste avec une possibilité très faible, puisque l'état est très petit devant 1, d'avoir 2 photons. Mais cet état-là, quand état tend vers 0, c'est exactement l'état que je veux générer. Donc vous voyez que c'est une méthode très astucieuse qui permet simplement d'optimiser un processus d'optique non linéaire, de mettre un détecteur, et quand le détecteur détecte quelque chose, cela me dit j'ai un photon avec lequel je peux jouer après. Et donc d'un point de vue très concret, c'est avec ces sources-là que toutes les technologies quantiques optiques se sont développées dans les 20 années qui ont suivi, je dirais jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'est vraiment, encore jusqu'à maintenant, c'est un système de choix pour générer des photons et les utiliser pour faire des communications quantiques, du calcul quantique, etc. Nous reviendrons dessus. Concrètement, cela signifie que l'enjeu, c'est de faire de la conversion de fréquence efficace, de maîtriser cette conversion de fréquence. Et donc, dans la conversion de fréquence, il y a 2 règles. Il y a la conservation de l'énergie, donc oméga 3 égale oméga 1 plus oméga 2. Et puis, il y a une autre règle qui s'appelle l'accord de phase, qui vous dit que la différence entre le vecteur d'onde de l'onde incidente K3 et la somme des 2 vecteurs d'onde, des 2 champs générés K1 plus K2, doit être égale à 0. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque moment dans l'équation, vous avez le terme non linéaire qui va donc être en K2, K3, qui va générer, alors dans l'autre sens, qui va être en K3, qui va générer les termes en K1, K2. Et donc en fait, si je trace, par exemple, le long d'un cristal, cette oscillation de phase, qui est l'exponentielle EIKR dans une onde, pour une fréquence, un vecteur d'onde K3 qui serait différent de la somme K1 plus K2, eh bien, en fait, mes ondes vont se déphaser petit à petit au fil du cristal. Et donc, ce qui veut dire que localement, dans mes équations de génération ici, eh bien, en fait, mon terme là va créer un champ qui sera déphasé par rapport à celui que j'ai déjà. Et donc, au lieu de s'ajouter, il va se soustraire parce qu'il ne sera pas en phase. Et donc, vous avez ce problème d'accord de phase qui fait que vous devez trouver une astuce, alors que vous avez des fréquences très différentes entre le photon pompe, qui va être par exemple dans le bleu, et les 2 photons émis qui vont par exemple être dans le rouge. Vous devez trouver une astuce pour que les vecteurs d'onde qui dépendent de l'indice optique soient les mêmes, vérifient cet accord de phase. Et donc quand on regarde en détail la dérivée par rapport à Z, si je me propage le long d'un cristal, du champ à la fréquence oméga 3, c'est quelque chose qui va dépendre ici de cet accord de phase en exponentielle I d'état KZ. Et donc on va faire apparaître finalement un terme d'accord de phase qui va être un sinus cardinal, donc c'est un sinus divisé par Z, enfin sinus Z sur Z, qui décroît au fil du cristal. Donc c'est une des difficultés. Concrètement, si on réfléchit, je vous ai dit, j'envoie un laser à une fréquence oméga 3 et je vais avoir 2 photons qui vont se générer à oméga 1 plus oméga 2. Et tout ça se fait de manière spontanée parce qu'en fait, c'est simplement stimulé par les fluctuations du vide. Donc on a l'impression qu'on pourrait avoir n'importe quelle paire de photons, toutes les fréquences qui permettent d'avoir oméga 1 plus oméga 2 égale oméga 3. Donc là, il y a un petit problème. Et en fait, la réponse à ce problème est simple, c'est justement cet accord de phase. Ça va se passer quand le système est favorable et régi répond à ces conditions classiques d'efficacité d'interférence des ondes dans le processus non linéaire. Et donc, par exemple, typiquement, ce que les gens vont regarder, si on regarde, par exemple, là, c'est 2 fréquences des 2 photons émis. Donc là, il y avait une pompe dans cet article-là, qui est un article assez ancien, un laser vers 400 nanomètres.
qui se retrouvent scindés avec 2 photons de fréquence beaucoup plus longue, dans le rouge, eh bien, ce qui est tracé ici, c'est la condition qui donne l'accord de phase entre les 2 ondes émises. Et puis ensuite, ici, vous avez simplement la conservation de l'énergie. Et finalement, le système va vraiment convertir un photon pompe en 2 photons jumeaux. Quand le produit des deux les 2 conditions vont être réunies. Et souvent, en fait, il suffit de multiplier ces deux conditions pour trouver la gamme de fréquences dans lesquelles on va pouvoir générer ces photons jumeaux. Et donc, on trace en général ce qu'on appelle cette densité spectrale jointe, qui décrit simplement, dans le matériau dans lequel vous êtes, dans la géométrie dans laquelle vous êtes, quels sont les photons que vous allez pouvoir générer de manière paramétrique, par conversion spontanée de fréquence. Alors, ce que j'ai décrit jusque-là, c'est ce qu'on appelle du mélange à 3 ondes, ici, c'est-à-dire que j'ai une fréquence pompe et 2 fréquences jumeaux, enfin 2 photons jumeaux émis, et c'est des non-linéarités d'ordre 2. Quand on regarde, alors souvent, toutes ces choses-là maintenant sont faites de manière très intégrée dans des guides d'ondes sur des puces. Et ce qu'on va regarder pour l'efficacité de génération à la sortie du guide d'onde, alors il y a le terme que vous reconnaissez qui vient de l'accord de phase, qui est en sinus ici, là. Et puis vous avez ici la puissance de pompe du laser, donc c'est proportionnel à la puissance de pompe, au tenseur de non-linéarité, et puis à la surface d'interaction. Quelle va être à quel point vous allez interagir avec le milieu dans votre onde, et donc confiner forcément la lumière, par exemple, peut être une bonne façon d'augmenter cette surface d'interaction, de réduire en fait la surface et d'augmenter le terme de non-linéarité. Je vous ai parlé ici de mélange à 3 ondes. Il y a aussi des processus de mélange à 4 ondes, où cette fois-ci, c'est 2 photons pompes de fréquence oméga p qui peuvent être convertis à 2 autres photons d'autres fréquences. Donc on va avoir 2 oméga p égale oméga 1 plus oméga signal plus oméga jumeau. Dans ce cas-là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre de système, c'est qu'en général, du coup, la différence de fréquence entre les photons de départ et ceux d'arrivée est beaucoup plus faible. Et donc la condition d'accord de phase, qui est de fait d'avoir en fait ces vecteurs d'onde, la somme des 2 vecteurs d'onde pompe qui est égale à la somme des vecteurs d'onde des photons émis, va être beaucoup plus facile à obtenir dans ces non-linéarités d'ordre 3. En revanche, et donc du coup vous voyez que mon terme d'accord de phase ici a disparu. En revanche, maintenant, eh bien, la conversion de fréquence, elle est en carré de la puissance. Il faut pomper plus fort le système pour récupérer des paires de photons. Donc ça demande plus de puissance. Cette fois, c'est l'indice optique qui va jouer. On a toujours la surface d'interaction. Alors, je vous montre ici une liste qui est issue de cet article de revue, par exemple, d'un ensemble de matériaux. Alors, pratiquement tous les matériaux sont non linéaires, mais un certain nombre sont intéressants pour les technologies quantiques. Le silicium, le nitrure de silicium, alors les matériaux à base d'arsenure de gallium, nitrure d'aluminium, etc. Il y a ici le niobate de lithium. Silica, c'est le verre est non linéaire, etc., etc. Et vous voyez ici l'indice optique, donc ça c'est la partie linéaire de l'indice, vous avez la partie ici en Ki2 qui vous dit que certains matériaux permettent de faire de la conversion de fréquence à partir d'un photon, on en donne 2, et puis tous font preuve d'une non-linéarité d'ordre 3 qui vous permet de partir de 2 photons pour en récupérer 2 autres. Voilà, et ensuite il y a quelque chose de très important ici qui est la fenêtre de transparence de votre matériau. Parce qu'en fait, si vous générez un photon à une fréquence et que le matériau dans lequel vous générez l'absorbe, vous n'êtes vraiment pas dans les bonnes conditions. Donc il y a des matériaux très intéressants, par exemple que le nitrure de silicium, ici vous voyez que c'est transparent de l'UV au moyen d'infrarouge. Alors que le silicium, il a ce défaut qu'il n'est pas du tout transparent dès qu'on descend en dessous de 1 micron. Il commence à y avoir de l'absorption et donc c'est des guides d'onde qui sont plus compliqués à maîtriser. Je vous montre ici des exemples de réalisation expérimentale, notamment avec du silicium, avec du verre, avec du nitrure de silicium. Je vais revenir un tout petit peu sur la géométrie qu'on voit ici, qui correspond éventuellement à de la lumière qui va circuler dans un disque, qui va être couplé à un guide d'onde, ou des géométries qui sont simplement des guides d'onde. Et je vais par exemple mettre l'accent ici sur par exemple, ce qui est développé à l'Université Paris-Cité dans le groupe de Saraducci, qui développe ce genre de composants dans les matériaux 3,5 semi-conducteurs, GAS, arsenure de gallium, arsenure d'aluminium.
qui permet d'apporter toute la puissance de l'optoélectronique moderne, notamment l'idée qu'on peut créer ces photons de manière électrique. Au lieu d'envoyer un laser, on va pouvoir en fait avoir le laser intégré qui va venir pomper, on va faire un laser pompé électriquement qui va pomper le matériau non linéaire, par exemple. Alors, dernier exemple que je voulais vous montrer là, pour vous montrer un tout petit peu les puissances dont on parle, les puissances de pompe dont on parle. Cette image est prise d'un article qui a été publié par la société PsyQuantum, dont nous parlerons abondamment la semaine prochaine, qui développe des ordinateurs quantiques à base de photons, et qui développe cela à partir de ces sources de photons annoncées que je vous ai montrées ici. Vous voyez ici deux géométries, vous voyez cette espèce de serpentin là, qui s'enroule sur lui-même. Évidemment, pour avoir une bonne efficacité de conversion de fréquence, il faut quand même qu'il y ait une bonne interaction entre la lumière et le champ, donc il faut qu'il y ait une longue distance d'interaction. Et comme on ne veut pas faire ça, faire un guidon très très long sur une puce, on va plutôt enrouler tout ça pour faire quelque chose de plus compact. Donc ça, c'est une première démonstration, hein, ça c'est plutôt dans leur premier papier où ils faisaient ça. Et là, ils envoyaient des puissances de l'ordre de 1 watt dans leur petite puce pour convertir de fréquence. Vous voyez que la puissance est quand même absolument impressionnante. Ils ont amélioré le système en passant sur cette géométrie. Alors je vais juste faire un petit dessin sur cette géométrie. Qu'est-ce que c'est que cette géométrie vue du dessus? Eh bien, c'est un guide d'onde qui donc... alors, vu du dessus, c'est simplement un guide d'onde qui piège la lumière par réflexion totale interne. Vous prenez une lumière rasante et comme vous avez un indice optique plus important ici que là, eh bien, vous avez votre onde qui est confinée. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils couplent à côté un guide d'onde. Et ce guide d'onde, donc, sur lequel on peut envoyer, par exemple, le fréquence pompe ici, eh bien, en fait, il va y avoir un couplage évanescent entre la lumière dans ce guidon et dans ce guide circulaire. Et donc, il y a une probabilité que la lumière rentre là, du faisceau pompe, conversion de fréquence. Il y a également, comme il y a une probabilité d'entrée, il y a une probabilité de ressortir. Voilà. Et donc, au lieu d'enrouler, de faire un espèce de serpentin, en fait, on laisse simplement la lumière faire un grand nombre d'allers-retours, hein, et puis, au bout d'un moment, le photon va sortir. Alors là, les puissances sont quand même un peu moins effrayantes. On est dans les milliwatts, hein, mais c'est quand même des milliwatts envoyés sur des guides d'onde qui font quelques microns de large. Hein, donc, il y a quand même des sujets d'échauffement, etc., etc. Alors, regardons maintenant quelques propriétés importantes de ces sources de photons annoncées. Donc, on part d'un cristal non linéaire, on envoie un laser, il génère des photons, et après le clic sur ce détecteur-là, j'ai cet état-là sur le chemin signal, donc je vais avoir de temps en temps un photon. Alors, la première chose, c'est que, comme la plupart du temps, il n'y a pas de photons, parce que l'état dont je pars au départ, j'aurais dû le réécrire. L'état dont je pars, c'est cet état-là. On avait dit que c'était essentiellement 0 photon plus état 1 photon plus état carré d'avoir 2 photons de chaque côté, etc. Bon, la plupart du temps, il n'y a rien. D'accord? Donc si vous envoyez une impulsion laser, la plupart du temps, vous n'avez pas de photon qui sort. Donc ce n'est pas une source à la demande. C'est une source annoncée, c'est seulement quand vous avez un clic que vous savez que vous avez obtenu un photon. Donc ça pose des contraintes très particulières sur comment manipuler ces objets ensuite. Et puis si on regarde la probabilité, la brillance de la source, c'est ce qui m'intéresse. À chaque fois que j'appuie sur un bouton, est-ce que je récupère un photon? Eh bien la probabilité d'avoir un photon, c'est ça, c'est état carré. Parce que c'est la probabilité d'avoir une paire pour une source à la demande. Donc en pratique, si moi mon problème c'est d'avoir un photon par impulsion, eh bien là la probabilité d'avoir mon photon par impulsion c'est état carré, donc très très faible. Donc ça c'est une difficulté, on peut s'en tirer, on peut faire beaucoup de choses pour s'en sortir en utilisant simplement le signal qui annonce la présence du photon et puis en se disant je vais le garder dans un coin, le temps d'en avoir généré quelques autres pour ensuite les prendre tous et les manipuler. Il y a une autre limite qui est plus fondamentale, qui est la pureté à un photon. Quelle est la probabilité que de temps en temps, on ait 2 photons dans notre impulsion? Eh bien là encore, il y a ce terme-là. Ce terme-là qui, même quand j'ai fait le signal d'annonce, on a bien dit que le signal annoncé, c'est 1 photon plus état 2 photons. Et donc j'ai ces termes-là qui restent quoi qu'il arrive. Et donc ce terme-là, comme je l'avais écrit ici, ça veut dire que mon G2, la probabilité d'avoir 2 photons, cette pureté à 1 photon,
cette quantité qui mesure la pureté à un photon, eh bien ici, ça veut dire que mon G de 0, c'est 2 fois la probabilité d'avoir 2 photons, donc c'est 2 états carrés sur la probabilité d'avoir un photon, qui là, en l'occurrence, c'est 1, une fois que j'ai annoncé. Mais donc ça veut dire que ma pureté, qui devrait être le plus proche de 1 possible, elle est en 1 moins 2 états carrés. Donc vous voyez qu'on a une difficulté, c'est que la brillance, si je veux augmenter la brillance, je veux augmenter la puissance de pompe, et quand je fais ça, j'augmente de plus en plus la probabilité d'avoir 2 photons, et je dégrade la pureté de mon état. Alors juste pour vous montrer comment on mesure ça, ici j'envoie un photon, je crée une paire de photons, j'ai mon signal qui me dit « tu avais effectivement un photon d'un côté », et maintenant je vais mesurer la fonction d'autocorrélation, donc je reviens exactement avec la même mesure que tout à l'heure, cette fois je mets 2 détecteurs et un cube séparateur pour faire des mesures de corrélation ici. Et donc je vous montre une expérience qui vous montre qu'effectivement ce que je vous raconte c'est ce qui se passe dans le laboratoire. Ça, c'est la fonction d'autocorrélation d'ordre 2, le G2.0 que nous avions introduit, en fonction de la puissance que les chercheurs mettent dans le guide d'onde. C'est une expérience qui a été faite dans le silicium, donc c'est un processus non linéaire d'ordre 3, du Ki 3. Donc ça veut dire que la probabilité d'avoir une paire est proportionnelle à la puissance au carré. Et donc on voit effectivement une dépendance quadratique de la probabilité d'avoir plus qu'un photon. Donc ça, c'est vraiment une limitation forte. Vous voyez que très rapidement, on a des probabilités substantielles d'avoir plus qu'un photon. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Alors c'est vraiment une limite fondamentale. On ne peut rien faire sur le système pour changer ça. C'est comme ça. Mais il y a plein d'idées et plein d'astuces d'ingénierie qui permettent de contourner ce problème. Et c'est sur ce genre de source que la société PsiQuantum a bâti tout son modèle, toute son architecture de développement d'ordinateurs quantiques. Et je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Mais la première chose, c'est comment obtenir une source efficace à partir de n sources très inefficaces. Eh bien, on peut par exemple trouver, alors c'est une société qui met des idées mais qui ne publie pas vraiment les détails de ce qu'ils ont comme idée, ils ont plutôt beaucoup de brevets. Et donc j'ai trouvé une image d'un brevet ici qui montre l'architecture pensée pour avoir une source de photons efficace. Eh bien, vous prenez n sources qui chacune ont une très faible probabilité d'émettre un photon, qui ont chacune, donc il faut les reconnaître ici, hein, le petit carré là, c'est les 2 sources avec un photon qui sort d'un côté et l'autre avec un détecteur pour dire j'ai eu un photon. Et donc vous prenez un grand nombre de sources comme ça, chacune ont une probabilité très faible d'émettre un photon, mais vous savez laquelle a fait clic, si je puis me permettre. Et donc vous ne savez pas qui va se déclencher. Vous ne savez pas à chaque instant qui va se déclencher, mais une fois que c'est fait, vous savez. Et donc, en fait, l'enjeu ensuite, vous voyez que le signal ici est envoyé vers une électronique de contrôle qui va dire j'ai un photon là, ou j'ai un photon là, ou j'ai un photon là, et qui va en fait faire ici ce qu'on appelle un n par 1, c'est-à-dire que vous avez n entrées. Le défi ensuite, c'est d'avoir un système où vous avez n entrées et une sortie. Vous ne savez pas quel photon va arriver là, il peut arriver là, là ou là. Et vous devez avoir une électronique rapide qui reconfigure ça pour qu'à la fin, le photon arrive à la sortie qui vous intéresse. Donc c'est un énorme problème d'ingénierie et tout le pari est basé sur les progrès de la photonique intégrée et de l'optoélectronique silicium pour faire ça très rapidement, parce que je vous rappelle que votre photon se déplace à la vitesse de la lumière. Donc il faut quand même une électronique qui aille très très vite. Voilà, donc ça c'est la première partie des sources de photons que je voulais vous présenter, qui sont donc toujours très utilisées, notamment par la société PsiQuantum pour faire un ordinateur quantique, et une variante un peu différente par la société Xanadu qui développe aussi un ordinateur quantique. Nous en parlerons également la semaine prochaine. La deuxième façon d'émettre des photons à la demande, c'est en prenant un système à 2 niveaux. Donc je prends un système à 2 niveaux. Alors on a bien vu au premier cours, ça veut dire que dans un atome, je choisis 2 niveaux, ou enfin, dans n'importe quelle structure, j'isole 2 niveaux. Et je vais dire que ce système va, quand il est dans l'état excité, il va pouvoir émettre un photon. Alors comment on décrit ça? Alors je vais écrire l'hamiltonien de mon atome. Donc mon atome va être dans l'état E ou dans l'état G, et je vais prendre une différence d'énergie totale H bar oméga 0. Donc ça c'est ce qu'on a déjà décrit au premier cours. Je vais introduire un opérateur qu'on va appeler l'opérateur dipôle, qui va décrire en fait le couplage de mon système à 2 niveaux à la lumière, qui est en fait, vous voyez, c'est très simple, qui décrit le fait que la lumière, en se couplant à ce dipôle, va permettre à l'atome de passer de l'état E vers l'état G ou de l'état G vers l'état E. Donc c'est ce qui couple les 2 états par la lumière. Ensuite, on introduit la description du champ électromagnétique que nous avions vu il y a 2 semaines. Et puis maintenant, eh bien, on va décrire un hamiltonien d'interaction. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière avec les équations de bloc optique.
Cet Hamiltonien, on peut l'écrire sous la forme d scalaire E, où E est le champ électrique qui s'écrit à partir des opérateurs A et A croix qui définissent ici l'Hamiltonien. Et donc dans le cas où la fréquence de la lumière est très proche de la fréquence entre les deux niveaux ici, eh bien on peut montrer que l'Hamiltonien d'interaction s'écrit de manière très simple, avec un terme qui dit eh bien, sigma moins ici, vous voyez, ici sigma moins c'est le ket, enfin l'opérateur qui vous passer de l'état excité vers l'état fondamental. Et bien quand vous avez sigma moins, c'est-à-dire vous passez de l'état excité vers l'état fondamental, vous avez A croix, c'est-à-dire vous créez un photon. Et symétriquement, si vous passez de l'état fondamental à l'état excité, c'est l'opérateur sigma plus, ça veut dire que vous avez absorbé un photon. Donc c'est une façon très, très simple de comprendre la structure de cet Hamiltonien, qui sort simplement des équations que je vous ai présentées au-dessus, et qui nous dit de manière très intéressante qu'un atome n'interagit, un système à deux niveaux n'interagit qu'avec un seul photon à la fois. J'ai seulement le terme A ou A croix qui apparaît. Je n'ai pas A croix puissance quelque chose. Je ne peux pas créer deux photons au premier ordre avec l'émission d'un atome. Et donc c'est cette idée qu'un atome à qui on donne de la lumière va émettre un photon à la fois, qui a d'abord été exploré et démontré expérimentalement de manière très, très belle en 1977 par le groupe de Jeff Kimball aux États-Unis. À l'époque, il était absolument impossible d'isoler un seul atome, mais ils avaient trouvé une astuce. Il y avait un faisceau d'atomes de sodium qui passait proche d'une lentille qui récupérait l'émission. Et puis ensuite, ils faisaient une sélection ici avec un petit cache pour essayer finalement de prélever le signal d'une surface tellement petite qu'il ne pouvait pas y avoir plus qu'un atome en moyenne. Donc pas capacité de piéger un atome unique, mais capable d'extraire un photon à partir d'un atome. Et ils ont réalisé cette expérience que je vous ai montrée de mesure de corrélation de l'intensité d'ordre 2, G2, les doubles clics, et ils voient qu'à délai nul, comme on avait regardé ensemble, ils ont un double clic qui est beaucoup plus faible que quand ils vont à des délais plus grands. Et donc c'est la première preuve, si vous voulez, de l'émission de photons uniques par un atome. Pas isolé dans un ensemble, mais globalement, la première preuve est donnée là. Presque une dizaine d'années plus tard, une expérience du même genre est réalisée à Orsay par Alain Aspect et Philippe Rangier et leurs collaborateurs, où cette fois ils ont une autre astuce pour isoler un atome. Ils ne sont toujours pas capables de piéger un atome unique, mais ils ont un signal qui leur dit qu'il y a un atome qui a émis un photon dans un état excité, qui est arrivé à l'état qui nous intéresse, et donc à partir de cet état-là, il va y émettre un photon. Ils regardent aussi les doubles clics. Ils voient aussi le fait que ce terme tend vers 0 quand la fenêtre d'intégration est très petite et qu'il n'y a jamais plus de deux photons à la fois. Ce qu'ils font de joli, c'est qu'ils montrent la dualité onde-corpuscule de ce système. Si vous voulez, cette manip-là, cette expérience-là vous dit j'ai un photon, donc je suis vraiment en train de considérer le système comme une particule. Mais en envoyant ce même état quantique dans un interféromètre de Mach-Zehnder qui vous dit simplement vous partagez un champ entre deux chemins et vous les faites interférer à nouveau sur un cube séparateur, à la sortie, vous allez avoir les intensités qui vont fluctuer de part et d'autre en fonction de la phase. Donc c'est des interférences classiques. Eh bien, ils montrent qu'en fait, même s'ils n'ont qu'un seul photon, ils sont capables de voir ces interférences entre les deux chemins. Le photon parcourt bien les deux chemins et interfère avec lui-même à la sortie. Donc très belle démonstration, mais toujours pas d'atomes isolés de manière unique pour avoir une vraie source de photons unique. La vraie source de photons unique, elle apparaît assez miraculeusement en 2000. Il y a 5 articles en même temps qui sont les premières démonstrations de l'émission de photons uniques avec des atomes, mais pas des atomes naturels, des atomes artificiels. Il s'agit de molécules uniques qui sont piégées dans une matrice de polymères, de centres élevés dans le diamant dont nous avons entendu parler lors du premier séminaire par Jean-François Roch, et des boîtes quantiques semi-conductrices dont nous avons parlé la semaine dernière avec notamment Mete Atatürk. Et donc dans ces 3 systèmes, en 2000, première démonstration d'émission de photons uniques avec des atomes, en fait des systèmes à 2 niveaux, mais qui ne sont pas des systèmes à 2 niveaux naturels, mais qui sont synthétisés. Il faudra attendre 5 ans de plus pour que la communauté de la physique atomique arrive à piéger un seul atome et montre l'émission de photons uniques avec un seul atome piégé dans une pince optique. Et sur toutes ces publications, je vous montre ici les courbes, c'est toujours la même mesure, la fonction de corrélation d'ordre 2 que je vous ai présentée. On regarde les corrélations, les doubles clics, et on voit qu'il y a un pic qui manque, un pic qui manque. Bon, là, il n'est pas complètement disparu, mais ça veut quand même dire qu'on n'est pas loin d'une source de photons unique. Et là, pareil, la corrélation qui va vers 0. Alors, formidable, 2000, on se dit, ça y est, on commence à avoir des émetteurs qui émettent des vrais états quantiques, c'est-à-dire qu'on leur donne une énergie et ils nous le rendent sous forme de photons uniques.
Et c'est vraiment une source à la demande, c'est-à-dire je lui donne de l'énergie, elle me donne un photon. La difficulté, c'est que ce photon est émis dans toutes les directions de l'espace. Alors, si c'est un atome piégé dans le vide, il va avoir une émission essentiellement isotrope. Et vous, en tant qu'expérimentateur, avec une petite lentille pour essayer de récupérer le photon, vous allez en capturer une petite partie, quelques pourcents. Et alors, si en plus vous faites ça dans un matériau à l'état solide, qui a lui-même un indice optique qui est plus grand que 1, et dans nos matériaux, par exemple, c'est 3,5 l'indice optique, non seulement le photon est émis dans toutes les directions, mais en plus, quand il arrive à l'interface, on a une réflexion totale interne. Et alors là, la probabilité que le photon sorte du semi-conducteur, elle est très faible. Elle a été mesurée par des collègues à Grenoble. Dans cet article de 2000, c'était pas ça l'objet de l'article. L'objet de l'article, c'était de montrer justement qu'ils pouvaient faire une source très brillante, mais ils ont montré ce que ce serait si on ne fait rien, et vous avez un demi% de probabilité de collecter votre photon à la sortie du cristal. Si vous avez une ouverture numérique de 0,4, vous arrivez à un peu plus d'1% si vous avez vraiment une lentille très ouverte. Donc comment se sortir de ce problème ? Eh bien, c'est le contrôle de l'émission spontanée. Et donc c'est cet article qui a été publié par Purcell en 1946. Ça, c'est l'intégralité de l'article. Tout tient en 20 lignes. Et en 20 lignes, Purcell nous explique que, ce qui est assez naturel une fois que, vu tout ce que je viens de vous raconter, que la propriété d'émission de lumière par un atome, ce n'est pas une propriété intrinsèque de l'atome, c'est une propriété conjointe de l'atome et du champ électromagnétique qui l'entoure, puisque c'est initié par les fluctuations du vide électromagnétique du champ autour de l'atome. Et donc il explique que si on est capable de sculpter, alors qu'est-ce que ça veut dire sculpter ? Le champ électromagnétique autour de l'atome, eh bien on va pouvoir modifier la façon dont cet atome émet la lumière. Sculpter, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre par exemple des conditions aux limites en mettant des miroirs qui vont faire des caisses de résonance particulières pour certaines fréquences, par exemple le fameux cavité Fabry-Perot qu'on apprend au lycée, qui confine la lumière à une fréquence bien déterminée par la distance entre les deux miroirs. Et donc c'est ce système modèle d'un atome entre deux miroirs que je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu en détail, parce que finalement c'est un système extrêmement important dans les technologies quantiques qu'on retrouve dans pratiquement toutes les plateformes. C'est un système qui décrit en fait l'interface entre un atome et un photon, entre un spin et un photon. Donc si vous avez un qubit de spin et que vous voulez faire un ordinateur quantique avec plusieurs spins, mais que vous voulez passer à l'échelle, il va falloir le coupler à un photon. Et si vous faites des réseaux de communication quantique, c'est ce qui va vous permettre de faire l'interface souvent entre un qubit stationnaire et un qubit volant, pour envoyer l'information dans le réseau à partir d'une mémoire quantique qui sera par exemple le spin dans un atome particulier, etc. Alors prenons le temps de discuter ce petit système. On va d'abord décrire les états dans la cavité. Alors, donc j'ai un système avec deux miroirs. Et en général, on va vouloir que la sortie du miroir soit directionnelle. Donc par exemple, je vais dire que ce miroir-là, il a une réflectivité de 1, et celui-là, il va avoir une réflectivité plus petite que 1, ce qui fait qu'il n'y a aucune lumière qui va sortir à gauche. Et dans mon système, dans ma cavité, je mets un atome dans l'état fondamental, un atome à deux niveaux qui va être décrit par l'état fondamental et l'état excité. Et donc je vais considérer quels sont les états qui vont m'intéresser. Eh bien, je vais considérer l'état où l'atome, je l'ai mis à un instant donné dans l'état excité. Ça, je ne décris pas comment je le fais, mais on peut le faire. Et il n'y a pas de photon dans la cavité, donc 0 photon dans la cavité. Cet état-là va être couplé à l'état dans lequel l'atome est dans l'état fondamental, donc il s'est recombiné, et il a émis un photon dans la cavité. Donc ça me fait deux niveaux quantiques discrets qui sont couplés par cet hamiltonien, ici que j'ai écrit là, qui décrit simplement le fait de passer de l'atome excité avec pas de photon à l'atome dans l'état frontal avec un photon, et je mets simplement devant un petit terme de couplage gamma très simple pour simplifier le modèle ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la cavité. Mais maintenant, bien sûr, moi je veux récupérer le photon, je veux qu'il sorte. Et donc, mon problème maintenant, c'est que je veux que le photon qui est émis par mon atome, il va être émis dans la cavité, et moi je veux le récupérer et qu'il sorte là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un photon qui sort d'une cavité ? C'est simplement encore un couplage entre le fait d'avoir un photon dans la cavité puis avoir un photon dans l'espace libre. Et un photon dans l'espace libre, il n'y a pas de conditions aux limites, donc en fait on a tous les états possibles, on a plein d'états possibles à la même énergie. Et donc ça veut dire que j'ai un continuum d'états
J'appelle ça les modes optiques de l'espace libre. Que je vais indicer avec un petit indice K. Et donc mon système, en fait, l'atome est toujours dans l'état fondamental. Mais ça, c'est tous des états où j'ai l'atome dans l'état fondamental et n'importe quel état de photons à l'extérieur. Mon photon sort de la cavité vers l'extérieur. Et j'ai une infinité d'états possibles. Alors, j'ai deux états discrets couplés entre eux, et l'état de droite est couplé à un continuum d'états. Alors ça, c'est un système modèle qui permet de décrire vraiment un atome en cavité, et on va avoir deux situations différentes, suivant que ce couplage-là est plus petit ou plus grand que celui-là. Autrement dit, si mon atome émet un photon dans la cavité, mais que la cavité elle est très très bonne, le photon ne sort jamais, le photon qui est dans la cavité va réinteragir avec l'atome, qui va pouvoir le ramener dans l'état excité, qui va ensuite pouvoir réémettre, etc. Donc là, je vais avoir une émission réversible entre l'atome et le photon. L'atome et le photon vont échanger de l'énergie de manière périodique, puis mon photon, il ne sort pratiquement jamais. Ce n'est pas du tout ça que je veux faire ici. Ce que je veux faire, pour avoir une source de photons unique, c'est quand mon atome émet un photon, je veux que mon photon sorte le plus vite possible de la cavité pour le récupérer à l'extérieur. Et donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se mettre dans le régime où ce couplage-là est beaucoup plus important que celui-là. D'accord ? Dès que mon photon a été émis dans la cavité, je veux qu'il sorte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traiter ce système où le couplage est dominant à droite, entre le photon dans la cavité et le photon à l'extérieur. Et là, eh bien, si je regarde juste ce problème-là, si j'oublie que j'ai mon atome, si je regarde simplement, parce qu'en fait mon atome il est dans l'état fondamental ici et là, donc il ne se passe rien avec l'atome à ce moment-là. Eh bien, si je traite simplement ce problème-là, si on a fait un cours de mécanique quantique un petit peu avancé, on a tout de suite la réponse. On sait décrire ce qui se passe quand je pars d'un état discret vers un continuum. C'est un problème très connu, un problème modèle de la mécanique quantique que je vais vous expliquer intuitivement ici et dont je vais vous donner la solution. C'est ce qu'on appelle le problème de la règle d'or de Fermi. C'est ce qui est décrit par la règle d'or de Fermi, qui considère que j'ai un état discret initial couplé à un continuum d'états finaux. Et j'ai un hamiltonien de couplage qui me fait passer de l'état initial vers l'état final avec une certaine terme de couplage, et symétriquement bien sûr. Et la question à laquelle je me pose, c'est si à t égale 0, mon système quantique, qui est le système total de mes états de départ et des états d'arrivée, si au départ je suis dans l'état initial, quelle est la probabilité à un instant ultérieur que je sois toujours dans l'état initial ? Alors pour illustrer ça, je vais prendre un modèle, je vais vous montrer des petites simulations numériques très simples, et je vais partir de deux puits couplés. Imaginons que j'ai un puits quantique étroit, où j'ai un seul état. Ça, c'est un puits quantique avec un seul état. Et puis, j'ai l'autre situation où j'ai un puits quantique très large à droite, où j'ai plein d'états, où j'ai plusieurs états. Donc ça, c'est le puits quantique de gauche. J'ai le puits quantique de droite. Et donc les états propres de ce puits quantique-là, c'est c'est les états D avec un indice K, parce que je vais avoir K égale 1, K égale 2, etc. Donc là, j'ai deux systèmes quantiques isolés. Et maintenant, que se passe-t-il si je prends mes deux puits quantiques et que je les mets en fait dans la même structure, de sorte que les deux puits quantiques sont couplés ? J'ai mon puits quantique de gauche, mon puits quantique de droite, là j'ai qu'un seul état, et là j'ai plusieurs états. Que se passe-t-il ? Simplement, maintenant, mon système total, c'est les deux puits. Et ça veut dire que mes états propres, c'est des combinaisons linéaires du puits de gauche et d'états du puits de droite. Voilà, ça c'est mes états propres, c'est ça. Bon, j'en ai un certain nombre. Si j'avais n d'états propres à droite plus 1, j'en ai n plus 1 des états. D'accord ?
Et maintenant, la question que je me pose, c'est si AT égale 0, je mets mon système dans l'état de gauche. Alors, mon état de gauche, ce n'est plus un état propre du système. Hein. Les états propres du système, c'est des états comme ça. Donc, c'est-à-dire que mon état de gauche, en fait, maintenant, c'est une somme d'états, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs propres-là. Hein, je peux les appeler alpha L. Et donc, je pars à t égale 0 dans un état qui n'est plus un état propre du système. Et on a vu au premier cours l'évolution temporelle de ça. Si je me mets à l'instant ultérieur, eh bien, ça va être E moins EI, l'état de gauche sur H bar T, l'état de gauche, plus somme sur CL, exponentielle E moins EI, L sur H bar T, psi L. Et donc, regardons ce que ça fait. Si je pars avec deux puits étroits, un puits étroit, donc c'est ce que j'ai dessiné là, je prends un puits à gauche qui est assez étroit, et puis à droite, j'en ai pris un plus large, mais il n'a pas beaucoup d'états, il en a 3, 4. Et que je lance maintenant mon calcul, je le mets à t égale 0 dans l'état de gauche, et je regarde l'évolution temporelle, c'est rien d'autre que l'équation que je vous ai marquée là-bas. Eh bien, on voit que la probabilité d'être dans le puits de gauche décroît, il va partir dans le puits de droite, et puis au fil du temps, en fait, il va reconstruire, il va revenir à la gauche, alors ça va un peu trop vite, mais voilà. Il va à droite, puis il revient. Et donc, si je trace, alors évidemment, j'ai dû faire un échantillonnage qui fait que ce n'est pas hyper précis, là, ce que vous voyez sur la vidéo, mais si on trace la probabilité au cours du temps de trouver le système dans le puits de droite ou de gauche, eh bien, on voit qu'on va en fait avoir des oscillations, et le système va revenir périodiquement dans le puits de gauche. Si maintenant, j'augmente le nombre d'états, je prends un puits beaucoup plus large, et que je fais la même chose, eh bien, mon état de gauche va se diluer dans un grand nombre d'états à droite. Et donc, au bout d'un moment, ça va revenir à gauche, mais quand je regarde la probabilité, eh bien, je vais être dans l'état de gauche, et puis ça va décroître exponentiellement, et puis au bout d'un moment, ça va revenir, mais ça va mettre quand même beaucoup de temps à se reconstruire, la fonction d'onde, pour revenir dans l'état de départ. Et maintenant, je prends un puits encore beaucoup plus large, il y a tellement d'états que je ne les trace plus. Eh bien là, on voit simplement l'énergie qui part du puits de gauche et qui ne revient plus. Et je trace ici la probabilité, et je vois une décroissance exponentielle de ma probabilité d'être dans le puits de gauche au cours du temps. Eh bien, la règle d'or de Fermi ne dit rien d'autre que ça. La règle d'or de Fermi vous dit, et donc il y a un petit calcul qu'on peut faire qui n'est pas très compliqué, qui montre que si on part d'un état au départ dans l'état I qui est couplé à un continuum d'états, eh bien la probabilité de trouver le système dans l'état initial à un instant donné, c'est quelque chose qui décroît exponentiellement au cours du temps avec une constante de déclin gamma. Et cette constante de déclin, elle est donnée par une formule très simple qui est 2π sur h bar. Le module du terme de couplage entre les états au carré a une énergie bien précise. C'est ce terme de couplage quand à l'énergie où l'énergie de l'état final est égale à l'énergie de l'état initial. Et puis il y a un dernier terme qui compte, qui est la densité d'état. La densité d'état, c'est combien ρ de E dE, combien dans une petite gamme d'énergie dE, ρ de E dE me dit combien j'ai d'états dans cette gamme d'énergie. Je compte combien j'ai d'états. Alors là, je vais vous faire un petit dessin avec un calcul où les états sont équidistants. Mais bien sûr, je pourrais avoir des systèmes où je vais avoir plus d'états. Et puis ensuite, à certaines fréquences et moins à d'autres. Donc c'est ça que ça décrit. Voilà. Alors, maintenant, revenons à notre petit photon. J'ai un photon dans la cavité. Quelle est la probabilité qu'il sorte? Et comment on décrit la probabilité qu'il sorte de la cavité? Eh bien, c'est un photon dans la cavité qui est couplé au continuum des modes de l'espace libre. Donc mes photons dans la cavité, je dis qu'ils ont une énergie équidistante, ils sont donc répartis par rapport à l'énergie du photon dans la cavité que j'ai appelé EC, et puis ils sont espacés, je prends un espacement régulier, et puis je fais une hypothèse très simple qui dit que le terme de couplage ici il est constant, pour faire un modèle très simple. Et bien qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien je vais dire que le temps de vie du photon dans la cavité, eh bien, j'applique la règle d'or de Fermi, c'est 2π sur h bar. Ensuite, c'est le terme de couplage en modulo carré à la bonne énergie, mais là j'ai pris un terme de couplage constant, donc c'est V carré. Et puis ensuite, c'est fois la densité d'états. Et donc là, comme j'ai des états qui sont équidistants, qui sont distants de delta, en fait, dans une petite gamme delta E, j'ai 1 sur delta état. Et donc c'est fois 1 sur delta. Voilà, donc là j'ai déjà traité une première fois ce problème-là. Je sais décrire, je sais relier
un temps de vie, le temps de vie de mon photon dans la cavité, a finalement deux quantités qui sont le couplage. Alors ce couplage va être dépendant en fait de la transmission de mon miroir à l'extérieur, et 1 sur delta qui est le nombre de modes que j'ai mis à la sortie. Et donc ça, vous allez voir, ce delta en fait c'est arbitraire et il va disparaître à la fin du calcul. Donc ça, j'ai traité ce problème-là. Et je sais décrire l'échappement du photon hors de la cavité. Maintenant, je reviens à mon problème initial. Mon problème initial, c'est j'ai un atome, je lui donne de l'énergie, je veux qu'il émette un photon. Donc il passe de E, pas de photon, à G, un photon. Et ce photon se couple à l'extérieur. Là, c'est plus compliqué. Je ne sais pas appliquer la règle d'ordre de Fermi sur ça parce que j'ai un état couplé à un état, couplé à un continuum. Une façon de s'en sortir, c'est de transformer cette partie-là en un continuum. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un état discret couplé à un état où j'ai un état quantique couplé à un système où j'ai un grand nombre d'états quantiques. Ça doit vous rappeler quelque chose avec mon problème de puits quantique couplé. C'est exactement la même chose. En fait, je suis capable de diagonaliser ça complètement. Je suis capable de trouver les n plus 1 états propres de ce système. On peut tout calculer. Ce n'est pas compliqué, surtout avec des termes de couplage constants. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, je peux en fait obtenir... Alors j'espère que j'en ai rajouté un état, là, je ne suis pas sûre. J'ai n plus 1 état propres, qui sont les états psi L, qui ont la même forme que ce que j'avais écrit là-bas, qui sont en partie un photon dans la cavité et une combinaison linéaire des photons à l'extérieur. Et quand je regarde, alors le calcul n'est pas très compliqué, il y a des petites astuces de calcul, pas intéressant pour nous aujourd'hui, mais ce qu'on peut regarder, c'est que la fraction, la part de l'état qui est sur l'état, sur la partie à un photon, donc le terme alpha ici, il a une dépendance qui est ici qui est intéressante. Vous voyez que ce terme ici, il est un terme constant plus un autre terme qui est constant, et puis quelque chose qui dépend de la différence de fréquence entre l'énergie de la cavité et l'énergie du photon à la sortie. Et donc ça c'est en 1 sur, c'est exponentielle moins 1 sur 2, pardon, je vais l'écrire. Cet état-là, l'overlap, le recouvrement, enfin le produit scalaire, je vais y arriver, entre l'état à un photon dans la cavité et les états propres, c'est en 1 sur racine carrée de 1 plus pi2 V2 sur delta 2 plus E, L moins E, C en module au carré sur V2. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que en fait, il y a ce poids, il décroît. Plus l'état qui m'intéresse est loin de l'énergie de la cavité. Et c'est pour ça que dans mon petit dessin, vous voyez, en orange, là, j'ai montré la fraction, j'ai illustré la fraction de mélange entre les états extérieurs et l'état de la cavité. Et on voit que plus on est proche de la cavité, plus l'état, en fait, est dans la cavité, et plus on s'éloigne, plus il est à l'extérieur. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien maintenant, j'ai à nouveau un système simple. J'ai maintenant mon atome dans l'état excité sans photon, qui est couplé non plus au photon dans la cavité et au continuum des modes dans l'espace libre, mais à ce nouveau continuum que je viens de construire, qui est simplement un continuum d'état, mélangé entre l'état dans la cavité et les modes optiques de l'espace libre. Je me retrouve dans la condition d'application de la règle d'ordre de Fermi que je vous ai présentée avant. Et donc maintenant, je suis capable de dire quel est le taux d'émission de mon photon dans la cavité, à l'extérieur, pardon. Et donc je peux calculer le taux d'émission de mon photon, le taux d'émission du photon dans l'émission spontanée de l'atome dans le taux d'émission spontanée de l'atome placé dans la cavité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement gamma E dans l'état excité, c'est le temps de vie de l'atome dans l'état excité, qui est la règle d'ordre de Fermi, donc c'est 2pi sur h bar. Ensuite, je vais avoir la densité d'état. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Zut. Quand je discrétise mes états et que je diagonalise mon hamiltonien juste avant, là, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, dans mes nouveaux états que j'ai construits là, l'écart en énergie il est toujours à peu près de l'ordre de 1 sur delta. Depuis le début, c'est faux là. L'écart entre modes, c'est delta. Et donc la densité d'état, c'est en 1 sur delta. L'écart entre les modes, c'est delta, c'est tout petit. Excusez-moi, je corrigerai sur la version finale des transparents. L'écart entre modes, c'est delta. Comme j'ai écrit au tableau là. Et donc, où est-ce que j'en suis là? Eh bien, je dis que donc, du coup, ma densité d'état, c'est la même qu'avant. Donc c'est comme ici, là, c'est 1 sur delta. Et puis qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le terme de couplage entre mon atome
dans l'état excité, et 0 photon dans la cavité, W. Et cette fois, mon W, alors mon W, lui, il couple à l'atome dans la cavité. D'accord, mon terme de couplage, il est là, c'est W. Mais moi, je suis en train de regarder le couplage vers le continuum. Et donc, vers le continuum, c'est vers l'état final, c'est G psi L en modulo carré pour EL égale EE. C'est ça la règle d'or de Fermi. Et donc là, en fait, je me retrouve à calculer ce terme-là. Ce terme-là, il est facile à calculer parce que E, 0C, W, G, psi L. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'applique EC à mon W. Vous voyez que ça fait apparaître simplement gamma. Et puis, ça fait G, 1C. Et puis, à droite, ça fait G, 1L. Oui, j'ai appelé. Alors, excusez-moi, il y a des confusions de notation parce que j'ai écrit 1L ou psi L. Ça, c'est 1L en fait. Psi L, c'était ce que j'avais pris pour mes notations pour le puits quantique. Et donc, j'ai simplement, justement, ce terme-là. Excusez-moi, je suis passée de 1L à psi L de manière aléatoire, mais j'espère que vous me suivez. Et donc, finalement, eh bien, mon taux d'émission spontanée, si je le calcule maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver que le taux d'émission spontanée de mon atome, placé dans la cavité qui est couplée à l'extérieur, eh bien, c'est 2pi sur h bar, alors 1 sur delta, et puis je vais avoir simplement un gamma carré, et puis eh bien, le module de ça au carré, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 plus pi2 V2 sur delta 2 plus EL moins E au carré, pardon, c'est pas EL moins E2, c'est E moins EC au carré sur V2. Voilà, alors là ça paraît un petit peu embêtant parce que d'un seul coup, c'est ça au carré, donc je n'ai pas la racine carrée. Alors à ce stade-là, ça paraît un petit peu embêtant parce qu'on a encore des termes en delta qui sont simplement une constante arbitraire que j'ai introduite pour quantifier, pour discrétiser mon continuum. Mais en fait, tout s'arrange parce que vous voyez que j'ai un delta là, en bas. Si je l'enlève là et que je le mets là, je vais avoir delta ici. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, en fait, tout dépend de V2 sur delta. Et V2 sur delta, c'est relié à une quantité physique qui est le temps de vie de mon photon dans la cavité, qui est simplement déterminée par la réflectivité de mes miroirs. Et donc, en fait, je peux simplement, ici, remplacer, je ne vais pas le faire, parce que je crois que je suis un petit peu juste dans le temps, oui, je ne vais pas le faire, mais je peux simplement remplacer ici les V2 sur delta, et je trouve, par l'expression en gamma C, et je trouve cette situation où le temps d'émission spontanée de l'atome dans la cavité dépend de cette formule, simplement, et vous voyez que j'ai un temps d'émission spontanée, je contrôle à volonté, en changeant à la fois le terme de couplage, gamma, en changeant le gamma C, le temps que je vais être capable de piéger mon atome dans la cavité, et également en contrôlant ici la différence d'énergie entre l'énergie de mon atome et l'énergie de la résonance de la cavité. En particulier, si mon atome a une énergie très différente de la cavité, ici, ce terme-là que j'appelle le désaccord, EE-EC, si je le fais tendre vers l'infini, eh bien on voit que en fait, je vais carrément empêcher l'atome d'émettre un photon, tout court. Alors cette image-là, bien sûr, elle est idéale. Dans la vraie vie, je vous montre ici des données expérimentales qui ont été obtenues dans cet article, par exemple, où on montre l'évolution du temps de vie de l'atome dans une cavité en fonction du désaccord delta avec la cavité. On voit que quand on s'approche, on met l'atome en résonance avec la cavité, les chercheurs ont observé un très fort raccourcissement du temps de vie, l'émission spontanée est accélérée. Par contre, plus il s'éloigne, le temps augmente, mais il n'augmente pas de manière infinie. On arrive à un plateau ici. Alors la physique de ce plateau, elle est très simple. C'est qu'en fait,
on n'a pas une cavité qui piège la lumière dans toutes les directions de l'espace. On va piéger la lumière dans une certaine direction, la plus large possible, mais malgré tout avec une ouverture finie. Et donc, en fait, on force l'atome, on va accélérer l'émission de l'atome dans une direction dans le mode de la cavité, mais il va encore pouvoir émettre dans d'autres directions. Et donc, il faut voir un peu l'image de la baignoire. Vous avez une baignoire qui contient une certaine énergie, et elle va sortir plus vite par un gros trou que par le petit trou. Donc, vous avez fait un trou très gros pour que la lumière sorte très vite de ce côté-là, et la fraction d'émission de votre atome dans le mode de la cavité va être égale à le taux d'émission dans le mode sur le taux d'émission total dans le mode et dans les autres modes. Je suis vraiment en retard aujourd'hui. Et donc, on peut faire ça avec beaucoup de systèmes, des vrais atomes qu'on va venir piéger, et des atomes artificiels, comme je vous l'ai déjà montré. Et ça, c'est la partie émetteur. Donc, on a maintenant une zoologie immense d'émetteurs qu'on peut utiliser pour émettre des photons à part un. Tous ne sont pas équivalents. Et puis, côté cavité, on va devoir ingénierer la cavité pour contrôler vraiment l'accélération de l'émission spontanée. On va en particulier faire des cavités qui vont piéger le photon le plus longtemps possible, et donc qui vont avoir un temps de vie très très long. Et puis, on va vouloir confiner la lumière très fortement. On va avoir un terme qui vient en fait de couplage effectif entre l'atome et le photon dans la cavité, qui fait que si le volume de la cavité est très petit, vous allez accélérer encore plus vite l'émission spontanée. Et puis il reste quelque chose de très important qui est l'accord spatial et spectral entre l'atome et la cavité. Alors on peut faire ça avec un grand nombre de systèmes, comme je vous l'ai dit. Essentiellement, les deux systèmes à la pointe aujourd'hui sont les atomes piégés en cavité. Et je ne vais pas les présenter aujourd'hui. Nous aurons un séminaire la semaine prochaine du professeur Rempe qui utilise des atomes piégés en cavité pour générer des photons intriqués. Et on expliquera un petit peu au cours numéro 5 le piégeage d'un atome. Et puis il y a les systèmes à boîte quantique semi-conductrice qu'on a déjà vu la semaine dernière qui sont en cavité. Et quand je dis à la pointe, c'est que je sous-entends quelque chose que je n'ai pas encore discuté, que je discuterai la semaine prochaine. Il nous faut à la fois des sources de photons uniques, mais il nous faut aussi des photons dans un état pur quantiquement qu'on appelle des photons indiscernables. Et pour l'instant, c'est vraiment ces deux systèmes-là qui permettent d'avoir les deux avec une très grande efficacité. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment on fait ça avec des boîtes quantiques semi-conductrices. On passe bien sûr dans la fabrication d'objets artificiels avec des atomes artificiels semi-conducteurs. Donc on passe en salle blanche, dans des salles ultra propres, et avec des techniques de croissance comme la machine de droite, que j'avais déjà montrée lors de la leçon inaugurale, qui sont en fait des machines sous ultra-vide où on va venir introduire un échantillon avec un sas pour être dans le vide, et on va emmener ici notre système dans une chambre où on va envoyer des atomes de différentes espèces pour faire croître les matériaux. Donc c'est ce que vous voyez ici, dans cette chambre à ultra-vide. J'ai des pépites de gallium, des pépites d'aluminium ou d'arsenic. Je les chauffe pour que les atomes s'évaporent. Et je vais avoir un cache qui va me permettre, par exemple ici, là j'ai le cache de gallium et d'arsenic qui sont ouverts, donc je fais croître de l'arsenure de gallium. Et si je ferme ce cache-là et que j'ouvre celui-là, je vais faire croître de l'arsenure d'aluminium. Et je vous avais montré, lors de la leçon inaugurale, effectivement notre capacité à empiler ces atomes de manière très précise. Donc, je pense que vous voyez les grains au microscope électronique à transmission de ces différentes couches atomiques. Je vais passer le slide suivant parce que sinon je ne vais pas arriver au bout de mon propos. Avec ce genre d'empilement, on peut faire croître des systèmes avec des épaisseurs optiques qui sont d'épaisseur lambda sur 4n. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on envoie une onde sur ce matériau-là, chaque épaisseur ici correspond à un quart de la longueur d'onde nominale. Et vous avez une partie du champ qui est transmis et une partie du champ qui est réfléchi à chaque changement d'indice, à chaque interface. Et vous pouvez construire votre empilement de sorte que les champs réfléchis interfèrent constructivement, alors que les champs qui se propagent vers l'avant interfèrent destructivement. Et à la sortie, vous avez un excellent miroir. Donc je vous trace ici, par exemple, la réflectivité en fonction de la longueur d'onde d'un miroir comme cela, qui peut être très très grande, très proche de 1, dans une gamme spectrale finie, qui est déterminée par la différence d'indices entre les deux matériaux. Évidemment, plus vos matériaux ont des indices optiques différents, plus vous avez une capacité de faire un très bon miroir sur une gamme spectrale très grande. Et donc on utilise ces deux miroirs-là, on les met face à face, qui entourent une cavité, pour confiner la lumière verticalement. Et puis on fabrique ensuite des cylindres, on appelle ça des micropiliers, qui ont une taille latérale de quelques microns. Et dans l'autre direction, la lumière est aussi piégée, mais cette fois-ci par réflexion totale interne. Pour les boîtes quantiques, on fait la même chose, on part du même matériau, mais on va faire croître de l'arsenure d'indium sur l'arsenure de gallium.
Et le problème, c'est que l'écart entre les atomes sur l'arsenure d'indium est plus grand, pas beaucoup, mais un petit peu plus grand que dans l'arsenure de gallium. Et quand on essaye de faire ça, eh bien, le système essaye de se conformer. Vous voyez, au lieu d'avoir un réseau carré ici, je l'ai rendu un peu rectangulaire pour compenser au fait que la distance est plus petite dans une direction, ça étire dans l'autre. Mais il y a beaucoup de contraintes mécaniques qui s'accumulent. Et finalement, le système va préférer relaxer pour former des petites nanolentilles qui font quelques dizaines de nanomètres dans une direction et dans l'autre direction. Et elles ont été découvertes en 1985. Et en 1994, les chercheurs ont montré qu'on a des niveaux d'énergie quantifiés dans ces systèmes-là. Maintenant, je vais mettre cette boîte quantique exactement au bon endroit et à la bonne énergie. J'ai l'impression que j'ai sauté ce détail-là juste à l'instant. Il faut, pour avoir l'effet Purcell que je viens de décrire, l'accélération de l'émission spontanée, il faut que la boîte quantique soit au maximum du champ électromagnétique dans le micropilier. Alors dans notre cas, c'est au centre. Et puis on a vu ensemble, il fallait qu'elle soit résonante avec la fréquence de la cavité. Ça, c'est ce qu'on a démontré ensemble. Et le problème, c'est que les boîtes quantiques, elles ont des positions aléatoires et des fréquences assez différentes les unes des autres. Alors ça pourrait paraître une propriété très particulière des boîtes quantiques, mais en fait, le problème est le même avec un atome. Avec un atome, vous avez une cavité, vous savez où est la cavité. Maintenant, votre problème, c'est de piéger l'atome au sein de la cavité. Il faut trouver une technique pour emmener l'atome au bon endroit. Nous, on sait où est l'atome, mais il va falloir construire la cavité autour. Et pour ce qui est de la dispersion des fréquences, en fait, dans les systèmes quantiques, on est maintenant tellement sensible que chaque petite modification de l'environnement va changer la fréquence des atomes. Et donc, réaliser des systèmes exactement identiques avec des atomes piégés, c'est aussi très difficile. Donc, finalement, nous sommes dans des problèmes assez similaires qu'on appelle l'accord spatial et spectral entre l'atome et la cavité. Alors, comment on le fait, nous ? Eh bien, on fait croître nos matériaux dans cette chambre que je vous ai montrée, qui s'appelle une chambre à épitaxie par jet moléculaire. On fait croître un nombre de paires pour faire le premier miroir. Ensuite, on fait croître les boîtes quantiques qui ont des positions spatiales aléatoires et des fréquences aléatoires. On fait croître le deuxième miroir de Bragg. Et ensuite, on va déposer sur tout cela une petite résine photosensible. Cette résine photosensible va nous permettre de trouver la position des boîtes quantiques et de dessiner la cavité autour. J'emmène tout cela dans un cryostat à 4 Kelvin, parce que bien sûr, il n'y a aucun émetteur de photons uniques qui a les bonnes propriétés à des températures ambiantes. Il faut aller à très basse température pour avoir les bonnes propriétés quantiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on excite le système. On va exciter l'émetteur, qui va émettre un photon. Donc on peut regarder le spectre du photon et choisir la longueur d'onde de ce photon. Et puis ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous avons en fait focalisé un laser qui va faire quelques microns de large, pendant que mon émetteur quantique fait quelques nanomètres de large. Donc il y a un facteur presque 100, plus que 100, entre la taille de mon émetteur et la taille de mon système. Et donc quand je déplace, j'ai des piézoélectriques dans mon cryostat, quand je déplace mon émetteur par rapport au faisceau laser, eh bien quand il est au centre, il émet plus de lumière que quand il est sur le côté, parce qu'il reçoit moins d'énergie. Et donc on peut déjà faire une cartographie, très large champ, pour voir où sont les émetteurs. Et puis quand on a choisi l'émetteur qui nous plaît, eh bien, on peut faire une cartographie beaucoup plus précise. On va regarder le signal avec beaucoup de rapports signal sur bruit. Et en fait, le maximum de cette courbe d'intensité ici nous dit le moment où la boîte quantique est exactement au centre du laser. Et c'est une façon de mesurer la position de la boîte quantique. Et nous faisons ça avec une précision de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Et ensuite, l'idée est très simple. Donc, j'ai mis ma boîte quantique exactement au centre du laser. Et bien, on a ensuite un deuxième laser qui est de longueur d'onde beaucoup plus courte, qui va venir modifier les propriétés de la résine photosensible. Donc on prend un laser vert qui va en fait marquer la position de la boîte quantique, va faire un disque exactement centré sur la boîte quantique. Et ensuite, à partir de ce disque qui nous dit exactement où est la boîte quantique, on va définir la cavité, on va graver pour avoir la cavité. Et donc depuis plus de 15 ans, on fabrique comme ça des systèmes de manière très contrôlée, où on a exactement un atome artificiel au centre de ces cavités qui ont cette forme de micropilier. On peut bien sûr montrer, avec toujours la même expérience, qu'on a des photons uniques. On envoie les photons et on voit qu'on a l'absence quasi de pic ici qui montre qu'on a vraiment des états à un photon. Et puis ensuite, on peut exciter le système et regarder combien on a de coups sur un détecteur. Plus j'augmente la puissance d'excitation, plus j'amène mon émetteur avec une probabilité élevée d'être dans l'état excité. Et ensuite, la question, c'est quelle est la brillance de ma source ? Quelle est la probabilité que quand j'excite mon système, je récupère un photon ? Eh bien, en fait, simplement, le nombre de coups que j'ai sur mon détecteur, c'est la puissance, c'est le taux de répétition de mon laser. Mon laser excite, par exemple, toutes les 10 nanosecondes, donc à 100 MHz. Eh bien,
ce nombre de coups, ça va être, à chaque fois que j'excite, je devrais avoir un photon. Bon, sauf que mon setup, il n'est pas parfait, donc je vais avoir une transmission de mon dispositif. Et puis la différence qui restera, ça sera la probabilité effectivement d'avoir un photon. Et donc en 2013, nous avions ici obtenu des sources avec des probabilités de récupérer un photon à la sortie de plus de 80%, qui constitue une différence très importante. Alors, quels sont les paramètres qui contrôlent la brillance de la source? Donc j'ai parlé du fait que si je mets l'atome dans l'état excité, il envoie un photon. Donc d'abord, il y a ma capacité à le mettre dans l'état excité. Ensuite, il y a la probabilité qu'il émette le photon dans le mode. Ça, c'est ce qu'on a regardé ensemble avec notre petit modèle sur l'effet Purcell. Et puis on pourrait croire que c'est fini, mais ce n'est pas fini, pas du tout, parce qu'une fois que le photon est émis dans la cavité et sort, eh bien en fait sur le chemin, il peut y avoir des obstacles qui font que le photon se perd. Par exemple, je vous montre ici des images de nos micropiliers. Quand les technologies ne vont pas très bien, c'est rugueux sur les côtés, donc il va y avoir de la diffusion de la lumière et les photons vont se perdre sur cette partie rugueuse. On optimise tout ça pour avoir par exemple des flancs très très lisses pour que le photon ne soit pas perdu sur des rugosités de gravure. Ensuite, il y a toute une partie ingénierie pour avoir le filtre, pour ne récupérer que le photon, enlever le laser qui a amené l'atome dans son état excité. Et puis enfin, il y a le couplage de notre photon, soit un guide d'onde pour faire du calcul quantique, soit une fibre optique. Donc en fait, la brillance utile, c'est le produit de tous ces paramètres. Et donc c'est tous ces paramètres qu'on optimise un par un pour avoir les sources les plus efficaces possibles. Alors l'état de l'art international, je dirais que ce sont ces trois réalisations. J'ai mis la nôtre à gauche, on est arrivé à 60% de brillance utile récemment, dans des systèmes qui sont complètement intégrés. Il y a un groupe qui fait mieux actuellement, c'est un groupe du professeur John Weipan en Chine, qui est arrivé à plus de 70% ici, qui est un jalon très important parce qu'il y a des seuils pour le calcul quantique à 66%, etc. C'est absolument magnifique. La différence, c'est qu'en fait, ils travaillent avec ce qu'on appelle une cavité ouverte, c'est-à-dire qu'ils ont leur miroir du bas avec les émetteurs, et au lieu d'avoir une cavité qui est monolithique comme la nôtre, ils viennent placer un miroir au-dessus de la boîte quantique. Et donc vous avez quelque chose qui n'est pas complètement intégré, qui est plus un objet de laboratoire qui va être plus difficile à intégrer. Je vais sauter ça parce que je suis en retard. Juste mentionner le fait qu'avec ces boîtes quantiques, on a beaucoup d'états quantiques avec lesquels jouer. Donc, ce que je viens de ne pas expliquer, c'est qu'on peut générer des états superposés en fréquence ou dans la base des nombres de photons, etc. Il y a toute une communauté qui a travaillé aussi sur la génération de photons intriqués. En fait, on peut créer deux excitations élémentaires dans la boîte quantique. Au lieu de considérer seulement un système à 2 niveaux, on considère un système à 3 niveaux. On l'emmène dans l'état de départ et on va avoir 2 photons émis avec une polarisation circulaire gauche ou circulaire droite qui amène sur 2 états intermédiaires avant que le système émette à nouveau un deuxième photon d'un côté ou de l'autre. Et en fait, comme on a 2 chemins de recombinaison possibles ici, eh bien, on peut montrer que quand ces 2 chemins sont absolument identiques, c'est comme les fentes Young, le photon passe par les 2 fentes à la fois, et bien là, le système passe par les 2 états quantiques à la fois et on récupère un état de photon intriqué. Et ça a été fait aussi de manière très efficace avec une autre géométrie de cavité dans un autre groupe en Chine avec des efficacités absolument impressionnantes de plus de 80% également pour chaque photon. Voilà, dans les quelques minutes qui restent, je vais vous expliquer comment on travaille pour aller de cet objet de laboratoire à un produit et pourquoi d'abord on est passé à quelque chose qui va vers le produit. Alors, je vous montre ici une carte sur laquelle je commenterai plus la semaine prochaine, qui vous montre à la fois la brillance, donc la probabilité d'avoir un photon par impulsion, et puis une autre quantité ici qui est l'indiscernabilité, qu'on discutera la semaine prochaine, qui est cette propriété dont on a besoin pour faire des portes logiques entre photons. Très important. La source idéale est en haut à droite, et les sources annoncées que je vous ai présentées au début, parce qu'on ne peut pas augmenter la puissance pour avoir état très grand, sont coincées dans cette zone-là. Elles peuvent avoir une pureté quantique très bonne, mais seulement avec une probabilité d'avoir un photon de l'ordre de 1%. Et c'est pour ça que Epsilon Quantum, je vous ai montré, met plein de sources les unes à côté des autres. Alors, en fait, on parle de multiplexage pour récupérer une source efficace. Et les sources à boîte quantique ont pendant un certain temps été soit très brillantes, soit très pures quantiquement, et maintenant on est depuis 5 ans, depuis 10 ans pratiquement, dans cette zone rouge où on augmente régulièrement la puissance, l'efficacité en restant dans des états quantiques très purs. Et donc si on regarde, si on veut fabriquer un ordinateur quantique et qu'on veut avoir n qubits portés par des photons, eh bien la fréquence avec laquelle on va avoir ces n photons générés pour porter l'information, eh bien ça va être
la brillance, la probabilité d'avoir un photon par impulsion à la puissance n fois la fréquence d'horloge. Et donc vous voyez ici qu'en développant ces nouvelles sources de photons, la communauté des boîtes quantiques a trouvé un système qui permet de gagner plus d'un ordre de grandeur. On est maintenant aux alentours d'un facteur 50 ou 60 fois plus efficace que le système qui était utilisé auparavant, et donc qui accélère avec un facteur 60 à la puissance n le taux avec lequel vous générez vos n qubits. Et donc ça, c'est forcément une rupture très importante. Et donc c'est dans ce contexte-là que quand on a développé ces sources-là, on a été contacté par un grand nombre de chercheurs qui développent l'ordinateur quantique, et qu'il y a plusieurs sociétés qui se sont créées en Europe pour fabriquer ces sources et commercialiser ces sources de photons uniques. Donc il y a Sparrow Quantum qui a été créé par le groupe de Peter Lodal à Copenhague, au Danemark. Nous avons créé Candela en 2017, et puis il y a une société qui est arrivée plus tard, AEGIC, à Sheffield, au Royaume-Uni. Et donc l'enjeu, c'est de transformer, alors j'avais prévu de prendre une photo du laboratoire, mais je n'ai pas eu le temps finalement, une expérience de laboratoire avec plein de miroirs, un cryostat, etc., en un système sous forme de rack, où à la sortie, vous avez une fibre optique qui vous donne des photons un par un. Donc l'enjeu, c'est de mettre cette petite source de photons unique, qui a maintenant cette forme-là, c'est plus simplement des piliers, ça a des formes de roue, j'expliquerai pourquoi la semaine prochaine, dans une structure où il y a la fibre optique qui est directement placée au-dessus, et dans un cryostat. Tout ça dans un système où il y a un cryostat à 4 Kelvin, des lasers, des petits modules optiques pour avoir une source de photons vraiment facile à utiliser. Alors, un des enjeux technologiques que je voulais partager avec vous dans les dernières minutes, c'est justement comment on place une fibre optique pour qu'on ait un composant équivalent au laser fibré aujourd'hui. On achète des lasers, il y a une fibre, à la sortie des lasers, on a notre signal et c'est fini. Comment faire ça avec des sources de photons uniques qui fonctionnent à 4 Kelvin et qui reposent sur un émetteur quantique dans une cavité? Eh bien, alors, une chose importante, c'est que dans nos systèmes, en fait, le mode de la lumière qui sort du micropilier a un très bon couplage avec une fibre optique monomode qu'on peut placer au-dessus. Donc c'est ça qu'on fait, on va mettre directement la fibre au-dessus. Mais il faut contrôler la distance entre les deux très précisément. Et puis il faut assembler tout ça de manière rigide à 300 Kelvin, parce que c'est à 300 Kelvin que vous faites ça, avec de la colle, des vis, des machins. Et ensuite emmener tout ça à 4 Kelvin et garder l'alignement à la dizaine de nanomètres près. Voilà, ça c'est l'enjeu, le défi technologique auquel on s'est confronté. Ça nous a pris pratiquement 6-7 ans pour réussir à faire ça, mais maintenant on fait ça de manière routinière. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va tenir la fibre optique dans une structure, et on appelle ça ensuite une structure métallique rigide qui va avoir été dessinée pour encaisser toutes les contraintes mécaniques et faire en sorte que tout reste aligné. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, en fait, l'enjeu d'abord, ça va être à quelle vitesse, à quelle précision, on va pouvoir s'aligner. Eh bien, on prend une fibre optique et on envoie une lampe blanche dedans, et on récupère le signal à la sortie. Et quand la lampe arrive sur la cavité optique, eh bien, on va voir en fait un pic, un creux dans la réflectivité qui va correspondre à la cavité. Donc vous voyez le trou qui vient de la lumière qui se couple à la cavité. Ça vous dit que vous êtes au-dessus du pilier. Et ensuite, vous voulez contrôler la position latérale de votre fibre et puis la position verticale. Alors latéralement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes vraiment au centre du micropilier, vous voyez simplement le mode fondamental du micropilier. Alors, quand je regarde un micropilier, j'ai un mode fondamental comme ça, mais c'est un peu comme dans une fibre optique, j'ai aussi un mode d'entre-deux, puis j'ai un mode d'entre-trois, etc. Et donc quand je suis sur le côté, ici, que je décale ma fibre optique par rapport au centre du pilier, je vois apparaître le mode d'entre-deux. Donc en traçant le creux de réflectivité du mode fondamental ou de l'ordre d'entre-deux, j'ai une indication assez précise ici de savoir où je suis exactement au maximum de couplage en latéral. Et en vertical, eh bien, c'est encore plus facile parce qu'en vertical, vous y voyez que vous avez la cavité que nous avons fabriquée, qui a un indice optique 3 en moyenne, et un espace, et la fibre optique qui a un indice optique 1,5. Donc ça fait un système avec 3 indices optiques, 1,5, 1, 3. Et ça fait une espèce de petite cavité de mauvaise qualité, mais n'empêche une cavité. Et donc on observe des interférences ici en fonction de la distance z à laquelle on est. Donc ça s'appelle une mesure interférométrique de la distance en z. Et donc on peut vraiment dire quand est-ce qu'on est à une distance au contact ou à une distance plus élevée entre notre fibre et le micropilier. Et donc en alignant tout cela de manière très précise, ensuite on met tout ça dans quelque chose de très rigide qui a cette forme-là. On met tout ça dans ce cryostat que vous voyez ici qui fait la taille d'une valise cabine et qui se branche sur une prise de courant ordinaire, normale. Ça, c'est les progrès de la cryogénie de ces dernières années.
Et on peut regarder, on fait un grand nombre de cycles de refroidissement, et on regarde la position du mode de la cavité, la fréquence du mode, et on voit que rien ne bouge. Et on voit que le contraste ne change pas non plus, très peu en tout cas, et donc ça veut dire qu'en fait on est resté toujours à peu près aux mêmes qualités de couplage. Et nous avons ainsi des sources de photons uniques qui tournent, alors là pour cet article-là, je rajouterai la référence, nous avons des missions de photons uniques avec des taux importants, très importants, en fait c'est les sources les plus brillantes commerciales qui existent, et une stabilité sur des dizaines d'heures. En fait, l'instabilité que vous voyez là, c'est plutôt la température de la salle qui varie de plus 3 degrés en fait, très régulièrement, parce qu'on est dans un environnement industriel où en fait, il n'y a rien qui est stabilisé, il n'y a pas de climatisation, etc. Et tout tient en fait dans ce genre d'appareil. Vous avez les cryostats travaillent avec des systèmes de compresseurs. Vous avez le cryostat avec les sources de photons ici, et puis quelques modules optiques. Et cette technologie-là, c'est celle qui est au cœur des ordinateurs quantiques que nous développons et dont je vous présenterai l'architecture de fonctionnement la semaine prochaine, que vous voyez ici. Vous reconnaissez bien sûr le schéma que j'avais présenté dans la leçon inaugurale, comment on va manipuler les photons, les faire interférer pour faire du calcul quantique. Et nous verrons ça la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.